want Philly food? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 48 du Fly Podcast Fly. Un épisode sous l'émotion après une défaite, une humiliation, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On s'est fait démonter par nos amis des Las Vegas Raiders. On en perd les villes vu qu'ils changent tous les 5 ans. Pour l'instant, nous n'avons pas Grégory qui a abandonné le navire. Il a lâché prise. Il a dit je peux plus continuer sans moi. Il est avec son maillot de Jalen Hurts dans sa chambre. En train d'essayer de le revendre. En train de dire Jalen, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as trahi. Bon, du coup, il nous rejoindra peut-être. Ça sera la surprise. J'ai donc Loïc pour m'accompagner. Bonjour à toi. Salut Victor. Et un invité, ça ne va pas en surprendre beaucoup. Jean-Michel Boujard. Bonjour Jean-Michel. Et bonjour tout le monde. Bonjour à tous les fans de la NFL. Bon, Jean-Michel, compère de Touchdown Actu. Et qui est le seul avec le sourire. Ouais. Compère de Young Stars Observatory, fan de NFL et de draft, auditeur fidèle, parce que c'est vrai que tu es un peu comme moi, tu bouffes beaucoup de podcasts, donc tu me fais souvent des réflexions, tu nous suis après toutes les semaines, et fan des Riders, donc du coup, tu as passé un bon dimanche. Exactement, ouais. Just win baby, on a gagné, moi je suis content, forcément. En plus, on a un bon bilan positif, donc… Vous avez fait plus que gagner, mais oui, en effet. Bon, petit résumé du match. Ça va aller vite. Ça commence bien. On marque un touchdown au début. On mène 7-0. On s'enflamme. On se dit c'est bon. C'est tranquille. C'est gagné. Et puis, le festival d'Eric Carr, qui d'abord commence son premier drive par une interception, mais qui n'est pas de sa faute. C'est plutôt c'est un coureur, mais je ne sais plus lequel, qui s'amuse à jongler avec le ballon. Et derrière, c'est une démonstration. 7-7, 14-7, 17-7, 24-7, 30-7. Alors là, on arrive à un point 30-7. C'est une catastrophe. Et on a un petit fumble sur les 1 yard parce que, évidemment, c'est toujours so Eagles de perdre des ballons dans la red zone cette année. On va faire ce qu'on fait d'habitude. On marque 2 petits touchdowns en fin de match, histoire de dire… le score n'est pas trop amer, donc on finit à 33-22. Mais en réalité, il n'y a pas eu de match. Vraiment, ça a été une déculottée. Jean-Mi, je vais te donner la parole, mais d'abord, j'accueille Greg qui finalement a pu se connecter. Salut Grégory. Bonjour à vous, bonjour à tous. Pour parler de ce grand match, je mets mon maillot Jalen Hurts et puis je débriefe avec vous. Ah, mais on a déjà donné les insides. On a dit que tu étais en boule avec ton maillot Jalen Hurts dans ta chambre en train de pleurer. Pas du tout, je cherche à le revendre avec ceux de Carson Wentz. Au contraire, je suis un homme d'affaires, moi. Wentz, tu peux essayer de le repeindre en blanc et de mettre le logo d'école, ça marche plutôt pas mal. Vous allez voir, j'ai des arguments. Voilà. Jean-Michel, je vais te lancer sur un premier truc. Globalement, il y a 3 sujets. On va peut-être pas faire du redit, mais c'est un peu toujours les mêmes. C'est Jalen Hurts, le coaching et la défense. C'est un peu les 3 sujets qui sont… voilà. Mais je voudrais ton avis sur la défense. Parce que les Riders, il y a quand même au départ une grosse faiblesse, c'est la ligne offensive, qui était en tout cas une des pires de la ligue, si ce n'est la pire. Là, que ce soit à la course, bon ça étonnera personne si les gens regardent les Eagles depuis le début de la saison, mais même à la passe, la défense des Eagles n'a pas existé globalement. Toi, comment tu analyses ça? Est-ce que juste Derek Carr était dans un jour où il était béni et donc c'était impossible de l'arrêter, ou est-ce qu'il y a un vrai problème de fond dans cette défense? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Moi, déjà, ce qui m'a vraiment surpris dans votre défense, alors je le savais déjà depuis le début de la saison, on a vu que votre run-stop, il était vraiment
pas terrible, quoi, pour être gentil. Mais alors là, c'était vraiment du beurre. C'était incroyable. C'était incroyable de voir que chaque coureur, il transperçait le premier rideau comme si c'était du beurre, qu'il transperçait le second rideau parce qu'il n'y avait personne et qu'éventuellement, il est arrêté au bout de 8, 9, 10 yards. Vraiment, votre défense contre la course, c'était incroyable, quoi. Il n'y a personne pour stopper au milieu sur le premier rideau. Il n'y a pas de linebacker fiable pour plaquer. Et heureusement que vous aviez le safety Epps parce que sinon, ça m'a vraiment très, très surpris, quoi. Ensuite, j'ai dit les deux parce que oui, Derek Carr, alors c'est pas une surprise. C'est vrai que là, c'était vraiment un match excellent, mais c'est pas une surprise. C'est vraiment ce type-là de quarterback qui est très précis. Et surtout, ce qui vous a fait très, très mal, c'est ce qu'il fait depuis l'année dernière déjà. C'est qu'il découpe les défenses en faisant beaucoup de screens, des screens vers l'extérieur, des screens au milieu, mais surtout en distribuant le ballon à énormément de joueurs. Tu vois, là, sur ce match, encore, il y a au moins 9 joueurs des Raiders avec au minimum une réception. Donc voilà, un coup, ça va sur Enfo, un coup, ça va sur Edwards, un coup sur Moreau, un coup sur Drake, et encore, il n'y avait pas Waller. Et donc, du coup, c'est très, très difficile à défendre parce que la défense, elle ne sait jamais sur qui ça va jouer, où ça va partir, où va venir le danger. Donc, entre votre pauvre défense contre la course, qui nous a permis justement de réinstaller un petit peu un jeu de course des Raiders qui, depuis le début de la saison, n'était pas terrible, et avec un Derek Carr hyper précis, qui ne s'est pas cassé la tête, c'est-à-dire que de temps en temps, il envoyait une deep ball, histoire de dire à la défense, quand même, soyez vigilants. On en a vu 2-3 de réussis sur Huggs, sur The Jones, mais surtout, après, c'était que des screens, et voilà, il vous a découpé, quoi. Ouais, mais de toute façon, tu l'as dit, en plus, Darren Waller n'était pas là, donc votre arme offensive numéro 1, hors Derek Carr, évidemment. Mais bon, c'était trop facile. Tu m'as piqué ma punchline parce que j'allais dire, pour introduire le bébé à Loïc, de dire notre meilleur défenseur, ça a été Marcus Epps, mais je crois que le pire, c'est que c'est une réalité. Loïc, ton diagnostic sur la défense, bon, on ne va pas répéter semaine après semaine, on le dit, le jeu de course, etc. Mais là, est-ce que pour toi, il y a des enseignements supplémentaires sur ce match? La défense était encore une fois trop soft. Les safeties jouaient trop loin. Et en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai l'impression que Derek Carr, en fait, il a fait des choses faciles. Comme l'a dit Jean-Michel, il ne s'est pas pris la tête parce qu'il n'y avait pas besoin, en fait. C'était facile. C'était... t'as l'impression, je ne sais plus qui a utilisé cette expression, de voir des hommes contre des enfants, quoi. C'était... Des hommes contre des plots, ça marche aussi. Ouais, hein. C'était pareil. Je sais pas si Epps c'était le meilleur, mais ils ont été tous nuls à chier. Et franchement, le score est, comme tu dis, le score est super trompeur. Ouais, parce qu'on marque toujours, c'est devenu notre spécialité cette saison. On marque 15 points dans le garbage time pour faire genre c'était un match serré. Mais bon, on perd de 11 points, on perd de 20, c'est pareil. Mais pour le coup, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est Cox et Hargraves qui sont quand même censés être le point fort de cette attaque, de cette défense, pardon. Ils se sont liquéfiés comme les autres. Hein. Les courses, elles passaient principalement au centre. Ils n'ont même pas eu besoin de faire des courses extérieures. Et ça, c'est quand même ultra inquiétant. Ouais, après, de toute façon, on voit bien qu'il y a un problème. Hein. Quand tu vois que Cox, il parle sur les coachs après le match, que Sirianni balance son coordinateur défensif sous le bus, c'est un peu... c'est une sale situation. Et ça, on va y venir. C'était dans le deuxième segment Sirianni, mais c'est vrai que ça commence à partir dans tous les sens. Greg, est-ce que tu as un truc à rajouter sur la défense ou est-ce qu'on part directement sur Sirianni et les petits remous de vestiaire qu'on a vus cette semaine? Bon, juste un mot, c'est qu'on a été habitué pendant des années à se faire ouvrir en 3e et 17, 3e et 13 sur des passes aériennes parce qu'on avait une secondary catastrophique, mais on n'était pas si mal que ça malgré l'absence de nom contre la course au niveau linebacker, edge rusher. On répondait et j'étais pas inquiet quand il y avait des super coureurs en face, on arrivait à être bien, mais même quand il n'y avait pas de super coureurs. Là, aujourd'hui, on est nul sur toutes les 3e et on est nul dès les premières. Moi, ce qui me pose souci, c'est que, en gros, les Raiders, ils n'avaient même pas besoin de forcer des premières et 11 ou de ce que tu veux. Ils faisaient 8 yards. Il leur restait 2 yards à la seconde qui passaient en 2 secondes. Et il faisait soit une course de 5-6 yards, c'était bon, soit une passe une fois deep, comme l'a dit Jean-Michel, pourquoi pas, ou même 15 yards, il y avait du monde. Ils avaient toutes les possibilités, puisque leur première course, je n'ai pas les stats, je le fais de ce que j'ai vu du match de mémoire, j'ai l'impression qu'ils attaquaient tout à chaque fois par une première course qui faisait entre 6 et 9 yards, et que derrière, évidemment,
ils pouvaient marquer des touchdowns, des drives de 70, 80, 90 yards, puisqu'on ne pouvait pas les stopper. Donc, 96 yards même. Ouais. Donc, pour moi, en fait, il y a dans cette défense un sentiment d'impuissance du téléspectateur, du fan et des défenseurs. Et par ricochet, des coachs. Donc, c'était, je ne sais pas, j'avais l'impression que c'était, je jouais à Madden contre un enfant de 2 ans et que je ne pouvais pas perdre. Non, mais là, il y avait une stat, Victor, sur la défense. Ouais, je crois que l'attaque des Raiders n'a pas eu de troisième tentative à jouer entre la première partie du premier quart-temps et jusqu'à la fin du troisième quart-temps. Donc, à partir de là, je ne sais pas comment tu fais des stops. Hein. Moi, c'est pas cette stat qui m'a choqué, c'est que Derek Carr est le 4e quarterback à réussir 80% de ses passes contre les Eagles cette saison. Le record sur une saison, c'est les Buccaneers de 2015 ou 16, quand on avait 5 sur la saison. Nous, on en a déjà 4 en 7 matchs. C'est absolument prodigieux. C'est historique ce qui se passe. Ce qui se passe est historique, messieurs. Il n'y en avait que 4 sur les 40 années précédentes pour les Eagles. Donc... Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, bon. En tout cas, c'est... Donc, la défense, c'est pas bien. Les coachs, c'est pas terrible non plus. On a commencé à en parler. Nick Sirianni, donc toujours aussi mauvais au play call, hein, ça n'a pas changé. Mais on disait quand même, ils sous 2 groupes, les gens sont ensemble, ils bossent ensemble. Fletcher Cox commence à dire « j'en ai marre de défendre des screens ». Nick Sirianni commence à dire « tout est de la faute de Gannon ». Spadaro, qui certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est le journaliste de PhiladelphiaEagles.com qui est en gros la caisse de résonance de Jeffrey Lurie. Hein. Il dit sur le site ce que Jeffrey Lurie lui dit de dire. Il a commencé à attaquer dans tous les sens en disant que Sirianni n'était peut-être pas la bonne personne, que les joueurs ne se donnaient pas à fond, etc. etc. On est passé en une semaine d'une super ambiance à une ambiance de merde. Jean-Michel, petite question, est-ce qu'il vaut mieux ne pas avoir d'entraîneur ou avoir Nick Sirianni? Oh, mais arrête. Mais quel ordre. Je pose, attends, Grégory, excuse-moi, c'est grâce à toi maintenant que je sais lancer des polémiques comme ça. Mais moi, je le fais sur des débriefs chaque semaine où je peux dire, est-il fini ou vont-ils être champions? J'ai pas de problème. Mais toi, pas toi. Mais si, voilà, moi je pose la question. Mais imagine, tu devrais débriefer toute une saison de 38 journées, pas seulement 17, mais tu décéderais, tu aurais fait une attaque, c'est pas possible. Pardon, vas-y. Non, mais Jean-Michel, ton avis sur Sirianni et sur. Bravo, Victor, t'es engagé. Ce qui se passe. Ouais, non, mais je progresse, t'as vu. Sirianni, c'est vrai qu'il y a eu des calls qui étaient vraiment très surprenants. Par exemple, ne serait-ce que l'onside kick au tout début de la deuxième mi-temps, moi personnellement, j'ai pas compris. Je veux dire, je vais pas jeter la pierre à un entraîneur. Moi, c'est le seul call que j'ai aimé. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi non plus. Pour moi, c'était un bon call. Ah non, il est fantastique, ce call. Il est fantastique. C'est le seul que j'ai aimé. Moi aussi. Ça nous a permis d'enfoncer le clou dès le début de la deuxième mi-temps. Moi, j'ai pas compris ça. Surtout que j'ai pas compris parce que tout le reste du match, il est pas agressif. D'ailleurs, je vais basculer juste un tout petit peu sur Jalen Hurts, mais c'est en lien avec Sirianni. C'est que tu vois, par exemple, Jalen Hurts, une fois que les Raiders avaient marqué 30 points, je l'ai trouvé meilleur, Jalen Hurts, parce que du coup, le système de jeu était beaucoup plus agressif. Il y avait à chaque fois 3 receveurs, il y avait à chaque fois plein de tracés différents. Il avait donc beaucoup de cibles et il a été bien meilleur. Je veux dire, OK, c'était du garbage time, mais ce n'est pas un hasard si d'un coup, il a marqué 2 touchdowns. Je veux dire, Jalen Hurts, il vient quand même de l'université d'Oklahoma où il avait un entraîneur qui avait justement un système de jeu offensif très agressif. Il avait beaucoup de cibles. Or, toute la première mi-temps des Eagles, c'était vraiment, il n'y avait rien. C'était pas agressif du tout. Il a fallu qu'ils prennent 30 points pour enfin que Sirianni lâche les chevaux. On met des receveurs, on met beaucoup de cibles et puis il va trouver une solution. Et oui, il trouvait une solution dans ces cas-là. Donc, c'est pour ça que tu vois, Sirianni, je ne comprends pas comment il peut être agressif sur un onside kick au début de deuxième mi-temps, mais pas le faire sur tout le match. Mets ton quarterback dans les meilleures conditions, mets-lui des cibles, fais un système de jeu ambitieux et puis vas-y, ça passera ou ça cassera, mais au moins essaye. Et ça, je ne l'ai pas vu chez vous, quoi. Mais ça fait 4 semaines qu'il fait comme ça. Je vais rebondir sur ce que dit Jean-Michel, si vous me le permettez, parce qu'il y a un truc qui est récurrent avec Sirianni. Il gagne le premier match de la saison, et comme si c'était tout préparé, tout planifié, tout prévu, tout était orchestré. Le seul bon drive du match, en dehors du garbage time, même si ce que tu dis, moi, je plus sois, je suis d'accord avec toi, ils vont massacrer Hurts, ils auront sans doute raison, mais
il ne faut pas oublier ce que tu viens de dire. C'est important. C'est parce qu'il faut. Je pense qu'un coach, sa principale qualité, c'est certes, il a les plans de jeu, mais savoir s'adapter à ses joueurs. J'en suis arrivé, moi, avec un petit peu de recul, à penser que Hurts aurait été meilleur sous Pedersen. Oui, j'en suis là. Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure si vous voulez, mais avec de l'agressivité. Moi, je suis d'accord avec ça. Le premier drive, il est hyper bon. Et il y a du changement. Alors, il y a Sanders encore sur le terrain. Enfin, tu as de quoi faire, hein, normalement, avec Gainwell et Scott. Et je ne sais pas pourquoi, il se liquéfie, en fait. Moi, ce qui me pose problème avec lui, c'est qu'il se liquéfie. C'est-à-dire qu'il ne prend plus aucun risque nulle part. Alors que, et tu vas découvrir le fameux ADN, Jean-Michel, dans ce podcast, l'ADN des Eagles, c'est le tout et n'importe quoi, c'est la prise de risque, c'est les 4e et 3, tout ce que tu veux. Et ce mec-là est sans doute le seul coach aujourd'hui à avoir raté 2 fois dans la saison des premières et 1 qui se transforment en balles aux adversaires. Parce qu'il ne sait plus quoi faire, il tente tout et n'importe quoi. Voilà. Donc moi, je suis gêné par le fait qu'il lâche son coordinateur défensif, qu'il n'évolue pas dans ses play calls et qu'il ne s'adapte pas au talent qu'il a sur le terrain. Oui, je pense que moi j'en suis à un point où je pense vraiment que si ça continue dans ce trend, et là c'est de pire en pire, j'ai l'impression semaine après semaine, j'envisage de plus en plus vraiment une année et au revoir pour Nick Sirianni, quoi. Là, il commence à être dos au mur, il va falloir faire beaucoup mieux. Parce que si son plan de jeu, c'est de continuer à faire ce qu'il est en train de faire actuellement, je pense qu'il faudra trouver un nouvel entraîneur l'année prochaine. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'il fait. Après, pardon Loïc, je te laisse parler. Autant Pedersen, il y avait 1000 reproches, on l'a fait tout le podcast, mais là, il était cohérent. Moi, je ne sais pas où il va, là, en fait. Ouais. Je ne sais pas où il va et je pense qu'il entraîne les joueurs avec lui vers le bas. Je n'exonère pas les joueurs, mais je trouve qu'il ne donne pas le bon signal, en fait. Et là où je pensais que le mec était capable d'être costaud, il ne l'est pas. Et je reprends mon exemple du t-shirt après une journée, le t-shirt de Jalen Hurts qui aurait pu être marrant. Ça ne correspond pas au fait que tu bombardes sur tes mecs 6 journées après, en fait. On n'a pas besoin d'un bipolaire, en fait. Ça ne peut pas fonctionner. Je suis assez d'accord avec ça. Loïc, ton avis sur Sirianni, tu as quelque chose à rajouter ou on a à peu près fait le tour? Non, mais en fait, il n'y a pas d'identité de jeu. Ouais. Non, mais je lisais un gars qui disait non, mais super, on va avoir 3 premiers tours l'année prochaine, mais au jour d'aujourd'hui, cette attaque, vous recrutez quel profil? On recrute en défense. Vas-y, Jean-Mi, il a une idée. Vas-y. Non, c'est pas vraiment une idée, c'est une interrogation, tu vois. Moi, il y a un truc qui m'a surpris dans ce match, c'est que je voyais jamais de balles profondes, etc. Je me suis dit, mais est-ce que c'est une habitude? Donc, j'ai un petit peu regardé et j'ai vu que depuis le début de la saison, vous avez marqué 19 touchdowns et le plus long à la passe, il a fait 23 yards. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et jamais il y a une deep ball, jamais. Si, mais les receveurs mettent le pied dehors et du coup, le touchdown. Ouais, enfin, t'as le quarterback aussi, il a tendance à pas lancer le ballon au bon endroit. Et en plus, Jalen Hurts, il a cette magnifique faculté à lancer under et épaule intérieure, ce qui est quand même en général le combo magique si tu veux te faire intercepter. Oui, c'est sûr, mais quand tu as Devonta Smith et quand tu as Jalen Reagor, comment ça se fait que tu ne joues pas davantage sur cette vitesse-là? Il y aura des ratés, mais il y aura aussi des réussites. Je te rajoute Watkins, hein. Ouais, mais le problème de Jalen Reagor, c'est qu'il a quand même son téléphone dans la main pour pouvoir tweeter en temps réel et du coup, c'est difficile de capter des ballons tout en tweetant, quoi. C'est ça qui est ultra difficile, donc c'est très frustrant pour Jalen Reagor. Non, globalement, je vais faire plaisir à Loïc. Si Sirianni vire au bout d'un an, là, tu fais le grand ménage et tu diras oui avec. Oui. Dans le sens où... Et c'est pas tellement contre oui, c'est que vraiment, on aura tenté encore. Là, il y a besoin d'un électrochoc. Et parfois, quand il faut un électrochoc, il faut virer des gens, même si ce n'est pas forcément les plus mauvais, etc. Mais un changement de management, parfois, ça fait du bien à une franchise. Et je pense que, comme d'ailleurs, le départ d'Andy Reid était nécessaire en 2012, alors que j'adore Andy Reid. Ce n'est pas dire qu'Andy Reid est mauvais ou quoi que ce soit. C'est dire qu'on était arrivé au bout d'un cycle et qu'il fallait changer. Là, je pense qu'on est arrivé au bout d'un cycle et qu'il faut changer. Greg, tu es dans cet esprit-là ou un peu plus nuancé? Non, j'en suis pas là. C'est trop tôt. Moi, je ne peux pas. Je dis de ma déception actuelle, je pointe du doigt ce qui ne va pas.
Mais je veux quand même qu'on garde la tête froide et qu'on se rappelle de nos podcasts d'avant-saison. Année de reconstruction, année zéro. Je sais que vous voulez voir de la progression, on veut tous en voir, mais c'est un peu tôt. Je veux dire, on n'est même pas à mi-saison. Donc, on va se relâcher. On a joué beaucoup d'équipes au bilan positif. Notre niveau, il n'est pas au niveau de ces équipes au bilan positif. Les victoires contre les Falcons et Carolina, c'est des équipes de notre niveau à minima au plus faible. Voilà, si à la fin de l'année, on a vu quelque chose qui commence à se dessiner et qu'on a gagné les matchs qu'on devait gagner, c'est compliqué de lui dire dégage. Donc, moi, je préfère quand même qu'on reste sur je paye pour voir, quoi, le temps et la relance, parce que qu'on soit fan et tout ça, oui, mais qu'on ait aussi un œil de lucidité. Et la lucidité fait que c'est pas possible de dire aujourd'hui dégage-le à 2-5 dans une année de reconstruction avec un quarterback qui a 12 starts, ton meilleur joueur est un rookie receveur et des vétérans qui font moyennement le taf. C'est notre plus mauvais départ depuis 99, rappelons-le. Jean-Michel, On parle beaucoup de Sirianni, de Jalen Hurts, et oui, je comprends, mais on en parle de votre ligne offensive. Parce que franchement, sur ce match, après, c'est vrai que je n'ai pas vu les matchs des Eagles comme vous depuis le début de l'année, mais alors sur ce match, j'étais quand même très surpris. Par exemple, Jordan Mailata, son pire match en carrière. Son pire match, ouais. Il a jamais... C'est son premier même mauvais match, j'ai envie de dire, mais c'est une catastrophe. Je pense qu'il n'a jamais fait un mauvais match en 1 an et demi. Là, il a fait un match abyssal. Donc, je plaide pour accident industriel, mais il a fait un match abyssal. Après, Brooks est blessé. Johnson revient après 3 semaines sans jouer. Il n'y a que Kelsey qui sauve les meubles quand il s'énerve pas. Dickerson, c'est compliqué. Hein. Dickerson, c'est compliqué, ouais. Après, Dickerson, c'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours dit, je ne jugerai pas pour sa saison rookie. Il revient dans ACL. Il a été souvent blessé. Là, il se retrouve sur le terrain d'un coup sans avoir eu de camp, sans avoir eu de pré-saison. Je lui donnerai le bénéfice du doute jusqu'à l'année prochaine largement. Et je ne compte pas juger sur cette saison. On a vu avec Javon Hargraves à quel point le fait d'avoir un camp, une pré-saison, etc., change fondamentalement la donne. Après, il y a un truc, puisque Jean-Michel parle de la ligne, je vais le laisser finir, parce qu'on a pris la parole, mais si je reviens sur la défense, il faut aussi saluer la rapidité avec laquelle les Raiders ont lancé la balle pour éviter justement de prendre les Hargraves et compagnie sur la gueule. C'est-à-dire que eux, j'ai le sentiment que les matchs des adversaires ont été analysés. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'a pas regardé le jeu des Raiders. Voilà. C'était très Roethlisberger dans les années début 2010. Ces releases en moins de 3 secondes, tac, tac, tac. J'ai trouvé, ça me rappelait beaucoup l'époque Heinz Ward et compagnie. Moi, ils me plaisent beaucoup, tes petits Raiders. Je dois admettre qu'ils me plaisent beaucoup. Ouais, ils ont toujours un logo aussi moche, mais et un stade robot aspirateur, mais ça c'est. J'adore le stade. Il est magnifique ce stade. C'est un robot aspirateur géant. Derrière les poteaux. Je rêve de boire mon Coca Zéro dans ces loges derrière les poteaux là. Avec le DJ. C'est le 2e stade le plus moderne des États-Unis, et le premier étant le SoFi, que j'aurai l'occasion d'aller visiter le 5 décembre. Je vous enverrai les photos. Ça va le boulot? Ouais, ça va très bien. Bon, messieurs, est-ce qu'il y a dernière chose à rajouter sur cette humiliation ou est-ce qu'on passe au choc incroyable de la semaine prochaine? Fais un mot sur Jalen Hurts quand même. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jean-Michel? Non, mais... Si, il a raison, on doit le faire contractuellement. On doit le faire en 2 minutes. Il n'a pas lancé d'interception. Il y a quand même beaucoup de limites au niveau du joueur, ça c'est certain. Hein. Mais après, comme je dis, c'est difficile de le juger là-dessus. Il était constamment sous pression et pour moi, il n'était vraiment pas aidé aussi par le plan de jeu. Donc du coup, il n'est pas mis dans les meilleures conditions. 2, la ligne ne l'a pas aidé du tout. Donc je me garderais bien de le juger sur ce match. Après, c'est sûr qu'il est imprécis. Des fois, il y a même des fois un petit peu d'inattention. Et bon, avec vos 3 choix de draft au premier tour, ça me paraîtrait quand même surprenant de conserver Jalen Hurts l'année prochaine. Mais on n'est même pas à mi-saison, donc on va attendre un petit peu. Mais il n'est pas aidé. Moi, c'est surtout ça qui me fait de la peine pour lui. Il n'est pas aidé, ce joueur. Hein. Vivement qu'on recrute tu deviens mon bras droit du podcast La Eagle Fly. Du coup, Matt Corral, Carson Strong ou Kenny Pickett? Oui, voilà. Après, c'est sûr que c'est un petit peu le problème. Cette année, il n'y a pas un quarterback genre Trevor Lawrence. Il y a pas... Ouais. Et donc, c'est dommage. Juste l'année où vous avez 3 choix au premier tour, il n'y a pas un quarterback qui vraiment se détache. Mais... c'est Eagles. Moi, ça ne me surprend pas. Je trouve ça normal. Non, mais c'est vrai. Mais Jalen Hurts, moi, je trouve qu'il y a quand même un truc qui m'inquiète depuis 2 semaines.
c'est sa manipulation dans la poche. Je ne sais pas si je peux traduire ça, enfin pocket manipulation, son aisance dans la poche. Sa gestion de la poche, merci. Où en fait, je trouve qu'il a un peu syndrome Mahomes au Super Bowl et un peu syndrome Mahomes cette année aussi. C'est-à-dire qu'il est tellement traumatisé de ne pas être aidé par sa ligne que parfois il sort de sa poche avant même que l'action ait débuté, avant même d'avoir essayé de voir si sa ligne tenait le coup ou pas. Et du coup, il se retrouve tout seul en difficulté parce qu'il est sorti d'une poche qui tenait. Donc là-dessus, ça m'inquiète aussi. Moi. C'était censé quand même être un point, enfin à l'époque en université, autant la deuxième lecture et la précision pouvaient m'inquiéter, autant la manipulation de la poche, je trouvais qu'il était plutôt bon. Et là, je trouve qu'il panique. Mais tu vois, c'est pas que je veux le défendre à tout prix, mais il n'est pas aidé par le playbook, il n'est pas aidé par la ligne offensive, mais il n'est pas aidé par le jeu de course non plus. Quand tu vois que c'est lui, ton deuxième coureur de l'équipe, et il n'a pas des stats fantastiques à la Lamar Jackson, mais qui est-ce qui court dans votre équipe? Alors, OK, vous avez perdu Sanders sur blessure là, mais même, il n'y a pas de jeu au sol. Donc, du coup, pour une défense, c'est beaucoup plus facile de lire ce que peut faire Jalen Hurts. Merci. Parce que c'est vrai qu'il a 1000 défauts. Kenny Gainwell est un Hall of Famer. Non, mais il y a 1000 défauts. Parce que moi, je veux bien qu'on tripote les baloches de Gainwell toute la journée. Mais on a fait une belle quand même dans ce match-là. Mais on peut critiquer Jalen Hurts et je ne vais pas le défendre sur ce match, les gars. Je suis lucide, c'est pas ce que je dis. Mais en vrai, quand tu as 13 starts et que tu énumères tout ce qui est dit là, si en plus tu as ces 2 petits défauts ou 3 défauts habituels, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, le problème, c'est que tu ne peux pas demander à un môme de réparer ce qui ne va pas autour. Et on en revient au problème structurel, pointé du doigt par Loïc depuis des années, et quelques blessures et un peu de malchance. Voilà. Loin de moi l'idée de le défendre, mais je lis à droite à gauche, il faut le bencher. Là, on a vu un thread d'un journaliste américain, mais ça ne va pas. Soit tu lui donnes confiance, tu vois jusqu'au bout ce que ça donne, mais tu ne mets pas Michou pour faire quoi? Tu vas gagner 4 matchs et perdre des tours de draft. Donc, soit tu vas jusqu'au bout avec lui, tu auras dit on a essayé, c'était notre backup, mais tu ne te bousilles pas soit ton tank, soit Jalen Hurts. Donc, faut jouer. Non, moi, je suis d'accord avec ça. Et c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, j'ai plus envie de virer Sirianni que Hurts, je pense qu'aujourd'hui, oui, j'aimerais voir ce que donne Hurts sous un autre coach, alors que je n'ai pas l'impression que Sirianni, avec n'importe quel type de joueur, y arriverait. Mais bon. Moi, tu vois, c'est plutôt le contraire. Je préférais voir. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, cette année, voir Minshew sur 2-3 matchs, voir si l'attaque tourne mieux. Ou si c'est un problème de quarterback qui n'est pas adapté à ce qu'en fait, il veut faire. Ou pas. Si Minshew tourne mieux, du coup, il le benchera si jamais il se sent en danger. Si jamais il voit qu'il peut sauter, il le dégagera pour dire « Voyez, avec un mec qui applique ce que je dis, je le ferai ». Je pense qu'il fera ça pour sauver sa peau. Sinon, s'il a une garantie d'être là l'année prochaine, quoi qu'il arrive, il ne le benchera pas parce qu'il ira chercher un plus haut tour de draft. Ouais, Pederson aussi, il a tanké, il avait l'assurance d'être là et puis oui. il est parti. Je te dis son raisonnement. Je ne ferai pas confiance à la parole de ce front office-là, mais bon, après, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, en effet. Je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir se diriger. Moi, je dirais juste que Hurts, il n'est pas aidé, mais il n'aide pas non plus les autres, spécialement, en ce moment. Oui, donc rien ne va. Non, mais en fait, c'est ça. Il y a personne. Tu vois, tu as besoin que les leaders ou que certaines personnes ils tirent les autres à un moment donné. Et là, on a vu Cox qui défonce les coachs après le match, Kelsey qui pète un plomb pendant le match. C'est vrai que ça, Kelsey qui pète un plomb, c'est quand même un truc assez rare. Et quand même, Zach Ertz, dans son interview de départ, disait « Oui, j'ai discuté avec un leader qui pensait prendre sa retraite et qui est revenu cette année parce qu'il a dit « Je ne peux pas finir sur une saison comme celle-là », en parlant de la saison de l'année dernière. Il y a quand même 90% de chances que ça soit Kelsey. Et là, il est en train de se dire, putain, on est en train de refaire une saison de merde. Donc, je pense que là, Kelsey, il le vit mal, mais il est toujours aussi bon, mais je pense qu'il le vit mal. Bon, messieurs, encore un commentaire ou des trois? Non, vas-y, preview. Vas-y. Et on part pour la preview du prochain match contre les Detroit Lions. La preview. Super match entre deux équipes en course pour les playoffs,
on est sur un match magnifique. Je veux dire, clairement, là, il y a des matchs qui font rêver, mais celui-là, il est au-dessus des autres. Donc, les Eagles à 2 victoires affrontent les Lions à 0 victoire. Avec Dan Campbell qui n'en a plus rien à foutre, puisque le match contre les Rams, c'était fun au moins. Mais alors vraiment, le mec, il était sur Madden. Il a tout fait, les onside kicks, les trick plays sur les punts, les jeux renversés. Il n'en a plus rien à faire. Il dézingue Jared Goff en conférence de presse en lui disant que c'est une tanche. Enfin, vraiment, on est sur une équipe magnifique. Mais paradoxalement... Après, c'est une tanche. Après, il est vraiment nul. Ouais. Paradoxalement, ils ne sont pas ridicules, les Lions. Ils ont poussé Baltimore dans leur retranchement, parce que Baltimore gagne sur un field goal de 63, je pense, 64. 66, je crois, non? Ah, peut-être. Enfin, oui, parce que 64, c'était Elam, donc pas Matt Elam, parce que Matt Elam, c'était un excellent safety des Ravens, qui s'en souviennent bien. Oui, donc ça doit être 66. Mais donc, bon, voilà. Ils n'ont pas été catastrophiques contre les Rams. Ils mènent pendant une partie de la première mi-temps, etc. Ils auraient pu prendre la tête à 5 minutes de la fin, quoi. Il se fait pas intercepter dans la end zone, Goff. Ah, Goff, il a fait des bonnes saucisses à la fin. Ouais. Numéro 1 de draft, je rappelle. Donc, je peux vous dire que les 3 premiers choix de draft, ça garantit rien. Et numéro 2, c'était Carson Wentz, et au 3e tour, c'était Dak Prescott. Comme quoi, on n'est jamais sûr de la draft. 4e tour, Prescott même. 4e tour, Prescott, putain. Je crois, non? Ouais, c'est possible. Il y avait Paxton Lynch. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait l'histoire Paxton Lynch. Jean-Michel, qui est favori? Les Eagles ou les Lions? Et Greg, franchement, mes lancements sont bien préparés là pour une fois. Ça, c'est beau, je suis fier de toi. Alors, il a repris mon tweet d'hier soir, quoi. Incroyable. Je suis désolé, moi j'ai envie de dire les Lions, parce qu'ils montrent quand même des choses, tu vois. Alors, et souvent, ils échouent de peu. Alors, ils échouent, mais c'est souvent de peu, ils montrent de belles choses. Et puis, à un moment donné, ça va bien passer. Il y a quand même quelques qualités dans cette équipe. Et puis, moi, ce qui me fait peur aussi, c'est au niveau de votre attaque, c'est vos conversions en 3e tentative. Ça ne marche jamais, ça passe jamais. Donc, forcément, ils vont vous arrêter. Et puis, à un moment donné, je veux dire, comment vous allez stopper tous leurs receveurs? Ils ont quelques-uns de bons. Alors, ce qu'il y a de bien pour vous, c'est qu'au niveau de la course, ils ne sont pas très performants. Mais bon, ça va être quand même difficile comme match. Ils vont jouer avec le couteau entre les dents. Et de ce que j'ai vu là, je ne suis pas super confiant. T'inquiète pas que le jeu de course d'André Swift, on a relancé le jeu de course des Buccaneers. Alors, tu sais, on peut relancer le jeu de course de tout le monde. Swift, il va nous faire un match comme s'il jouait contre Western Kentucky. Tu vas voir, il va nous faire 237 yards, 4 touchdowns. Encore que non, Western Kentucky, c'est pas une mauvaise équipe. Enfin, c'est un autre sujet. Tyler Decker, il n'est toujours pas de retour, je ne crois pas. Non, mais du coup, il y a Penei Sewell qui joue en tackle gauche et puis ils s'en sortent bien à droite. Globalement, il y a une bonne ligne. Parce que, je veux dire, il y a Penei Sewell, il y a notre cher ami Vaitai. Et paradoxalement, ils ont perdu leurs 2 meilleurs linemen, qui sont Frank Ragnow, qui est un des meilleurs centres de la ligue, et Tyler Decker, qui est donc tackle. Et pourtant, ça tourne. Les receveurs, on se foutait tous de leur groupe de receveurs, ça tourne. Hawkinson, le tight end, c'est toujours aussi bon. Et il y a des playmakers en défense, donc je ne suis pas sûr qu'on soit sur un match gagné d'avance. Non, effectivement. Excuse-moi, juste une seconde. Je pense que vous avez vraiment intérêt à changer le playbook et à faire un truc vraiment plus agressif dans les airs, parce que c'est vraiment la faiblesse de la défense de Détroit. C'est leur défense aérienne. Donc là, vraiment, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir oser, il va falloir mettre beaucoup de cibles et puis laisser Jalen Hurts faire des passes. Et puis, ça passera ou pas. Mais il faut vraiment les attaquer dans les airs, sinon vous avez aucune chance. Et lancé sur Anzalone, qui apparemment a décidé de jouer pour les équipes adverses. Loïc, un petit avis sur ce match? Si tu veux gagner le match, moi je compte sur Jared Goff. Là, franchement, on est au point où tu ne peux pas compter sur toi-même, donc on va compter sur les autres. Mais après, bon, qui sait, peut-être qu'on sortira de ce week-end avec le premier choix de la draft théorique pour le moment. Il faut qu'on perde contre les Lions et que Miami perde contre, je ne sais plus qui ils affrontent. Les Bills. Les Bills, bon, donc normalement ça devrait le faire et on est premier choix de draft. Donc c'est bon. Et après on peut arrêter la saison et on passe à la draft direct. Ça marche. Écoute, on va faire ça. Moi ça me paraît pas mal. Du coup on perd de combien?
Moi, tu sais quoi? Comme les Lions, ils font que perdre à la dernière seconde. Ce week-end, ils vont gagner à la dernière seconde. Ah, c'est beau ça. Ouais. Et donc un score? Le problème des Lions, c'est qu'ils dépassent pas les 20 points. Donc 19-18 ou un truc comme ça. Grégory. Allez. On va gagner. On va gagner parce que c'est des matchs parce que d'abord, ça nous rendrait service de perdre, donc on va gagner. Ensuite, parce qu'on bat Carolina et qu'on bat les Falcons, c'est que eux sont à notre niveau ou moins forts. Donc ces matchs-là, on va les gagner. Carolina, ils ont pris une branlée chez les Giants. C'est pour ça que je te dis que Carolina n'est pas une équipe forte. Donc il n'y a pas de raison. Donc moi, je pense qu'on va gagner 28-19. On va faire un match cohérent. Voilà. Ça va être chiant à regarder. Et on ne se tripotera pas à la fin, mais on se dira quand même, il a mis 3 touchdowns, 0 interception. Ah, heureusement qu'il y a l'interception de Slay sur cette saucisse de Goff. Voilà, ça va jouer comme ça. Mais on ne peut pas perdre contre eux là. Il y a un moment, sinon moi, je rends les armes, quoi. On rappelle que Détroit nous réussit quand même extrêmement bien depuis le match sous la neige, c'est une boucherie. Hein. Depuis le match sous la neige. Attends, je regarde quand même parce que Jean-Michel, en attendant que je regarde ça, donne-nous un score. Un score. Oh, allez, je vais dire 24-17 pour les Eagles. Allez. Ça marche. Alors donc, depuis le match sous la neige qu'on avait remporté en 2013, en 2015, on a perdu 45-14. C'était le match du jeudi, non? Où Lane Johnson, il joue left tackle, et il se fait humilier par Ansa. Exactement. C'est le match où Lane Johnson, on a compris qu'il ne serait jamais left tackle dans sa vie. C'est le début de la fin pour Chip Kelly, je crois. Après, c'est parti en sucette. Ouais. 2016, c'est la fameuse défaite 24-23 où globalement on perd le match tout seul. Là, c'est la première saison de Carson Wentz. Avec Agholor et ses drops. Et sachant qu'on commence la saison à 3-0 et que ça fait partie des premiers matchs qu'on perd. Et 2019, c'est le Gigi Arcega-Whiteside game. Le match où on a compris que Gigi Amoroso serait avant tout un super receveur avec ce fabuleux drop et on perd 27-24. Ouais, moi, je vais vous dire. Tu prends un retour de kick-off, Sanders, il fumble 2 fois. Enfin, bref, à chaque fois, il se passe des trucs. Non, mais moi, ça fait 2 semaines que j'essaie de parier les Eagles et qu'on se prend des tôles. Donc, je vais parier Lions en espérant que du coup, on gagne. Voilà, c'est ça ma stratégie. Donc, je dis qu'ils vont gagner ce match 12-10. Voilà. Dans un match… 4 field goal, putain. Ah ouais, non, mais vraiment un match. Et on perd sans avoir encaissé un field goal. Comme ça, on pourra dire vraiment la défense a fait son travail. Voilà. Sans un touchdown, ouais. Voilà. Il faut prendre des risques parfois. Messieurs… Merci beaucoup. Fini au bord du suicide son podcast. Messieurs, merci. Si jamais on est encore en état, la semaine prochaine, on sera là. Hein. Voilà. On aurait bien invité un fan des Lions, mais je crois qu'il n'y en a pas en France. Ah si, il y a Benjamin Bernard. Oui. Je vais envoyer un MP à Benjamin Bernard. Ouais, je peux le faire aussi si tu veux. On peut le faire. Donc, Benjamin Bernard qui est une crème avec toute la communauté, il faut le dire parfois, quand les gens se comportent bien. Donc voilà, en tout cas, merci Jean-Michel, merci Loïc, merci Greg. Et on se retrouve mardi ou mercredi prochain, on vous tiendra informé pour le débrief du match face aux Lions. Bonne journée à tous. Ciao. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.